Bonsoir à tous, merci d'être là à nouveau pour cette conférence, une relecture critique de Degas, Gallet et Rodin à l'aune des sciences humaines. Nous verrons deux types de sciences, la physionomie d'une part revue par Darwin et ses compères, et dans un deuxième temps la psychologie, ce qu'on appelait la psychologie nouvelle avec un P majuscule, un N majuscule, avec les nouvelles théories de Charcot d'une part, de Bernheim d'autre part. Donc dans une première partie, nous allons nous tourner en dernier recours vers Degas et le comparer et admirer son art, si toutefois il est encore possible de l'admirer, au regard de la physionomie et du darwinisme, des codes qui nous échappent aujourd'hui. Alors, petit retour en arrière. Je vous rappelle qu'avec la peinture académie de l'Ancien Régime, nous avions ce qu'on appelle une hiérarchie des genres, plaçant au sommet de cette hiérarchie la peinture d'histoire, avec cette fameuse peinture religieuse, politique ou mythologique, qui pouvait être lue et déchiffrée grâce à une sorte d'encodage, c'est-à-dire qu'elles illustraient des textes bien connus, la Bible, les événements de l'histoire de France ou la mythologie. Mais avec l'avènement de la Troisième République et de la peinture moderne, on va mettre ça de côté et va s'instaurer un nouveau régime esthétique qui est celui de la peinture moderne, sous la Troisième République en l'occurrence. Et ce n'est plus la peinture d'histoire qui domine, même si la peinture d'histoire reste dominante dans un système académique, mais ça n'est plus le système académique qu'on regarde ici puisqu'il va être question de Degas. C'est la peinture moderne, la peinture et les travaux impressionnistes. Et en particulier, vous savez que cette peinture sous la Troisième République s'intéresse à la vie parisienne. Ça n'est pas la peinture moderne, mais la vie moderne à cette époque. Et on va représenter les gens de ce siècle, comme vous le voyez sur cette peinture de Béraud. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'avez plus de code à votre disposition. Vous n'avez plus de texte qui vous dit ici qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font et comment ils pensent. Alors, pour remédier à ce manque de texte, on va développer un artifice, on va développer une technique qui s'appelle la physionomie. La physionomie existait depuis Aristote, mais plus que jamais, elle a du sens puisqu'il n'y a plus des textes derrière ces peintures. Alors, je vous citerai les frères Goncourt, bien sûr, toujours, avec l'entrée du 5 mars 1966 de leur journal, qui disent la chose suivante. La beauté du visage ancien était la beauté de ces lignes. Donc, vous savez que la beauté, l'esthétique était très importante à une époque où on l'enseignait selon le modèle antique, la beauté apollinienne. Et ils ajoutent la beauté du visage moderne et la physionomie de sa passion. Donc, on veut rendre les passions internes qu'on ne connaît plus, il n'y a plus de code, plus de texte derrière, grâce à une nouvelle science qu'on appelle la physionomie. Et il y a un critique qui s'appelle Duranty. Duranty sera un des grands critiques qui défendra les impressionnistes, qui dès 67, c'est-à-dire un an plus après les Goncourt, écrit un texte qui est titré « Sur la physionomie ». C'est au centre de leur préoccupation, il faut un nouveau code pour déchiffrer ce type de peinture. Et c'est lui aussi qui va écrire un des textes fondateurs de la critique impressionniste qui la défend, qui s'appelle « La nouvelle peinture en 76 », à propos de l'exposition des impressionnistes qui a lieu cette même année chez Durand-Ruel. Et voilà ce qu'il dit. Adieu aux vieilles méthodes de l'écorché et du carreau humain, c'est-à-dire adieu aux vieilles méthodes académiques. Et il ajoute, voilà ce que nous devons faire. Avec un dos, nous voulons que se révèle un tempérament, un âge, un état social. Je ne vois pas comment, avec un dos, j'arrive à savoir quel est votre âge et encore moins votre état social. Par une paire de mains, nous devons exprimer un magistrat ou un commerçant, et par un geste, toute une suite de sentiments. La physionomie nous dira qu'à coup sûr, celui-ci est un homme rangé, sec et méticuleux, et l'autre insouciant et malhonnête, ou quelque chose comme ça. Donc je ne vois pas comment, avec une main, avec un dos, ou avec un geste, je serais capable, moi, aujourd'hui, de dire de qui il s'agit. Cet art s'appelle la physionomie, et c'est le nouveau code qu'on va enseigner aux étudiants. Alors, sur quoi repose ce nouveau code?
Il repose donc sur la physionomie, en particulier d'un certain Caspar Lavater, qui est un homme de clergé suisse du XVIIIe siècle et qui l'a défini pleinement. La physionomie est la science, la connaissance du rapport qui lie l'extérieur à l'intérieur, la surface visible à ce qu'elle couvre d'invisible. C'est extraordinaire. La peinture, grâce à un codage qu'on appelle donc la physionomie, va vous révéler l'invisible. Le rêve pour les peintres du XVIIIe siècle. Et puis, il va produire ce type de planches et de dessins. Vous pouvez vous admirer les uns les autres. En fonction de votre front, de votre nez et de votre menton, vous pourrez faire ce qu'on appelle un délit de faciès et on saura si vous êtes des sanguins, des mélancoliques ou des colériques. Cette physionomie rend compte, nous informe de l'émotion. Mais qu'en est-il des facultés intellectuelles? Eh bien, pour cela, il y a une autre science qui est la physionomie du cerveau, connue comme l'organologie ou plus exactement la phrénologie d'un certain Franz Gall qui, lui, sauf erreur, est autrichien. Il va déterminer une méthode pour connaître la physiologie de l'esprit basée sur une physionomie du cerveau. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y a eu une obsession sur ce qu'on appelle l'anthropométrie crânienne. On mesure les crânes, des petits, des grands, des noirs, des blancs, des femmes, des pygmées. Et à partir de là, on va déterminer leurs facultés intellectuelles. Donc, en fonction de la taille du cerveau et de ses bosses, vous allez avoir des facultés. À chaque faculté correspond une bosse. Ici ou là, vous avez les bosses, vous connaissez tous l'expression, la bosse des maths, exactement. Donc, cette forme du cerveau se réplique au niveau de celle du cerveau, et donc, en tâtant les bosses et dépressions à la surface de la boîte crânienne, vous découvrirez vos facultés intellectuelles et morales. Et c'est ainsi que des crânes phrénologiques sont produits, ou encore des schémas phrénologiques qui permettent à chacun de découvrir vos facultés ou dépressions cachées. Il y a quand même des caricatures, je vous en présente une. C'est un bureau de recrutement qui tâte, je vais essayer de pas rire, qui tâte les bosses des éventuels candidats pour savoir s'ils correspondent ou non au poste présenté. Il y en a un troisième dans la série, Petrus Camper. Petrus Camper est un Hollandais du XVIIIe siècle, qui est un médecin, lui aussi un biologiste, également un artiste, lequel va présenter à 2 reprises une conférence en 1770 aux étudiants, je crois, des Beaux-Arts à Amsterdam, et il va définir ce qu'on appelle l'angle facial. L'angle facial est formé par 2 droites séquentes qui partent du trou de l'oreille à la mâchoire supérieure, de la mâchoire supérieure à la saillie frontale, et en fonction de ce degré de prognatisme, nous saurons à quelle espèce vous appartenez. Plus l'angle frontal est ouvert, plus on se rapproche de l'angle facial idéal, c'est-à-dire du profil apollinien que vous avez ici. Nous, les Européens, nous sommes de l'ordre de 80 degrés. Et puis de temps en temps, on se rapproche de 90, c'est extraordinaire. Les nègres, pardon, c'est l'expression du 19e siècle, les nègres et les asiatiques, 80 degrés. 70. Se rapprochant du coup de l'angle facial de l'orang-outan qui est entre 48 et 52. Alors ne commettez pas d'erreur, nous sommes au XVIIIe siècle et il n'est pas ici d'évolution de l'orang-outan ou vers un autre primate vers le profil grec. Simplement, c'est une méthode de classification que reprennent les théoriciens du racisme en créant une nouvelle hiérarchie. C'est un peu la Société des Trois Ordres version 19e siècle, enfin version 18e siècle et anthropologie. Vous voyez qu'en haut de cette hiérarchie, vous trouverez le profil grec ou européen. En dessous, le nègre qui évidemment s'inscrit dans une logique d'angle facial beaucoup plus proche du macaque. La question est donc de savoir comment nous allons passer de la physionomie à l'art. Comment le champ esthétique va s'imprégner de ces nouvelles théories. Il y a un homme qui dispose de la chaire d'anatomie, c'est-à-dire l'une des enseignements principaux enseignés à la faculté des Beaux-Arts de Paris, qui n'est autre qu'un certain Mathias-Marie Duval. Il dispose de la chaire d'anatomie. Je vous rappelle qu'à l'Académie des Beaux-Arts,
le dessin le plus respecté, c'est le nu, ce qu'on appelait les petites académies. Or, le nu s'apprenait à partir des écorchés en particulier et des squelettes, c'est-à-dire dans les cours d'anatomie. Monsieur Mathias-Marie Duval, qui est un médecin, tient la chaire d'académie pendant 26 ans, de 1873 à 1899. C'est extrêmement long, ça veut dire que toute la génération qui sort des étudiants qui sortent des Beaux-Arts à la fin du 19e siècle ont été formés par cette école. Et que nous dit cette école? Mathias-Marie Duval, avec Albert Bical, va publier un certain nombre de textes, dont ce précis d'anatomie. Voilà ce qu'il nous dit. Nous pouvons dire que notre but est l'étude non seulement des proportions, des formes, des attitudes et des mouvements. Je vais vite parce que tout ça, c'est ce qu'on apprenait sous l'Ancien Régime, c'est les anciennes méthodes. Il les met presque de côté, mais encore, l'expression des émotions et passions. Comment on les apprend? Grâce à la physionomie, justement. Et puis, vous avez ces photos. Alors, c'était des photos qui étaient faites par un médecin du Chêne. À l'époque, on électrocute un petit peu nos patients pour leur donner ces faciès. Alors ici, ceci sert donc de base iconographique pour les futurs étudiants. Et vous savez désormais comment représenter un visage de douleur, de gaieté ou une expression de mécontentement, comme vous le voyez ici. Mathias-Marie Duval, 10 ans après, écrit qu'il faut absolument mesurer le degré de saillie du front. C'est logique, parce que si vous avez une saillie frontale, ça suppose beaucoup de bosses, donc beaucoup de facultés quelque part. Et puis ça va ouvrir l'angle facial. Donc il faut absolument le mesurer, cette saillie du front, parce qu'elle nous paraît avec raison être le signe du développement de l'intelligence, puisqu'en effet son augmentation traduit extérieurement l'accroissement du volume du cerveau. Donc là derrière vous avez Gall et Camper évidemment. Et pour vous montrer l'omniprésence de la théorie de l'angle facial de Camper, vous voyez que dans un des manuels fondamentaux qu'il publie à la fin de sa carrière en 1898, Histoire de l'anatomie plastique, vous retrouvez les dessins qu'avait utilisé Camper, le Hollandais, et puis j'ai laissé le moteur de recherche vous montrer les rehausses en couleur du nom de Camper. Il apparaît plus de 15 fois dans ce volume. Donc cette physionomie est au cœur de l'enseignement des étudiants. C'est le nouveau code dont disposent nos étudiants, parce que la Bible, la mythologie, etc., c'est pas ce qui se fait, ou ça se fait de moins en moins. Sauf qu'il manque un élément dans cette physionomie. Il manque quand même un élément fondamental, ça s'appelle Darwin et ça s'appelle l'évolutionnisme. Il se trouve que ce même Mathias-Marie Duval donne des cours à l'école d'anthropologie et une d'entre elles, en 1886, s'appelle le darwinisme comme par hasard. Donc le quatrième compère que je vous présente ce soir est donc M. Charles Darwin en version orang-outan ou quadrumane ici. Charles Darwin fait partie d'un ensemble de médecins et français, on va être un petit peu chauvin, et anglais qui vont découvrir la mutabilité de l'espèce humaine. Jusque-là, l'espèce humaine était immutable, nous étions créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, voici sa conclusion. La conclusion capitale à laquelle nous arrivons dans cet ouvrage, qui s'appelle « La descendance ou la filiation de l'homme selon les traductions », est que l'homme descend d'une forme moins parfaitement organisée que lui, en d'autres termes, un macaque, un primate, on va être plus correct, un hominidé primitif. Alors je parlais des Français, pourquoi? Parce que les dessins que je vais vous montrer qui suivent datent des années 40, 50. On en trouvait déjà depuis les années 30 des représentations de ce qu'on appelait le maillon manquant, the missing link, c'est-à-dire cette forme d'hominidé qui était mi-singe, mi-humain. Pourquoi? Parce que depuis les années 1800, il y a les conférences d'un certain Jean-Baptiste Lamarck qui publie la philosophie de la zoologie. C'est drôle, philosophie aujourd'hui, un médecin ne publierait plus de texte qui s'appelle la philosophie, mais bon, on est au 19e siècle, et qui déjà démontre le transformisme des espèces, y compris chez les humains. Et ce qu'il n'avait pas fait, c'était donner la règle, c'est ce que vous connaissez tous, la loi de sélection naturelle, c'est-à-dire la loi de survie du plus fort. Et donc en fait, depuis les années 1800, cette idée se propage et atteint son apogée avec l'origine des espèces de 1859, qui est développée ensuite par Huxley et qui atteint donc son apogée avec la filiation de notre ami Darwin. Alors, il s'ensuit toute une série de caricatures, dont voici celle-ci. Grâce à M. Darwin, la recherche de la paternité n'est plus interdite. Et vous avez ce bon bourgeois qui se jette dans les bras de M. le gorille.
Vous avez également ce que j'appellerais les photos de famille ou la famille reconstituée version 19e siècle. Ce médecin Reginald Southey qui pose le bras sur un squelette, lequel a été installé de manière à ce que ses bras accueillent le nouveau-né, c'est-à-dire le petit primate. Et vous avez également, version profil, le crâne humain et le crâne de gorille ou d'orang-outan derrière. Même au British Museum, ce sont des musées d'histoire naturelle, ce sont des musées qui sont censés être scientifiques. Et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils vont présenter côte à côte le squelette humain et le squelette du gorille. Nous sommes en 1854, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7 années après la découverte des premiers ossements de gorille. Or, le gorille, vous le savez, est un quadrupède. Il peut se redresser, mais sa position debout n'est jamais aussi redressée que celle-ci. Mais simplement pour marquer l'emphase visuelle, on va les redresser et les mettre côte à côte. Vous allez me dire, Lise, tu es perdue. On est censé parler de Degas et on est censé parler d'art. Alors, j'y viens tout doucement. Dès les années 1845, certains critiques d'art vont reprocher à nos artistes de ne pas tenir compte de ces découvertes que les hommes primitifs sont proches des grands primates. Et cette critique, qui est d'un Kuhnholz en l'occurrence, va être textuellement reprise dans le livre « Histoire de l'anatomie plastique » de Mathias-Marie Duval, justement. Et je vais vous la lire. Supposez maintenant qu'un sculpteur ou un peintre voulant représenter un sujet de nos premiers temps, une scène touchant presque à la création du monde, la mort d'Abel, je vous ai pris Caïn, par exemple, mette sous vos yeux un beau jeune homme dans une position académique. Et là, vous l'avez, le beau jeune homme dans la position académique. Vous avez les proportions divines et vous avez le contrapposto du statuaire grec. Et voilà ce qu'il ajoute. Ne verrez-vous pas là un anachronisme impardonnable, surtout chez des hommes de l'art avec H majuscule, A majuscule, ce sont de grands hommes. Moi, je parlerai d'oxymore avec ce type de situation parce que vous ne pouvez pas à la fois avoir une représentation biblique, c'est-à-dire en défendant les thèses créationnistes, et en même temps intégrer les découvertes de l'anthropologie. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Peu importe, on va essayer de le faire. Et il y a un exemple extraordinaire qui est donné par un jeune peintre de l'Académie du nom de Fernand Cormon. Regardez notre Caïn, fuyant avec sa famille, les bras particulièrement longs, proches de ceux du gorille, les genoux repliés. Nous avons ici un petit peu de l'homme de Néandertal, dont vous voyez ici le squelette et la position, et évidemment également un petit peu du gorille, dont je vous montre une planche de Thomas Huxley. Alors la critique n'apprécie guère, d'ailleurs c'est le seul tableau qui fera sur ce mode-là. Un certain Edmond About écrit « Ce jeune peintre sait très bien que, ces personnages sont antérieurs à l'âge de pierre », et c'est vrai, il y a quand même un problème. Si la création des hommes correspond au texte de la Bible juste avant le déluge, alors nous sommes encore à l'âge de pierre, ou quelque chose comme ça, alors que les primates sont bien plus antérieurs. Qu'il précède d'une infinité de siècles le peigne et le savon, ça on le savait, et qu'il emporte de bien peu sur les singes de l'Afrique équatoriale. Les singes de l'Afrique équatoriale, ce sont les ossements récemment découverts des gorilles que je vous présente ici. Il ajoute, il est donc tenté de les faire sordides, énormes, grossiers intermédiaires entre l'homme et la brute, c'est ce fameux lien manquant. Rien de plus naturel à son avis que de donner au vieux Caïn l'enclure et la clavicule du gorille. Le voici votre gorille. Mais j'ai toujours un problème. Comment est-ce que de là je vais passer à Degas? Je ne connais pas beaucoup de peintures bibliques chez Degas. Il est très ambitieux, il a commencé sa carrière comme peintre d'histoire, mais il n'a pas peint ni de gorille ni de Caïn à notre connaissance. Alors oui, là, ces découvertes vont révolutionner une partie de la peinture et de la sculpture lorsqu'ils prennent pour sujet l'homme préhistorique. Mais la peinture moderne dont je suis censée vous parler aujourd'hui s'intéresse à ses contemporains, c'est-à-dire à l'homme d'aujourd'hui et de demain, par exemple la peinture de Jean Béraud, Une soirée. Il n'y a pas de gorille dans cette soirée, ou a priori. Peut-être qu'il y en a, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est le code qui nous manque. Cette préoccupation de l'anthropologie dans les temps modernes, on la trouve entre autres chez Paul Topinard, qui est un des grands anthropologues français au même titre que Paul Broca, qui écrit dans L'homme de la nature.
L'homme a-t-il atteint son point culminant? Est-il à bout d'évolution ou peu s'en faut? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on repousse l'idée de l'immutabilité de l'espèce humaine, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est la grande question. Continuera-t-il à progresser? Ses sens acquerront-ils plus de finesse? Sa main plus d'habileté? Son cerveau gagnera-t-il soit en volume, soit en circonvolution, soit en nombre de cellules, soit en qualité de ses cellules? Aujourd'hui, vous le savez, à Silicon Valley, il y a un débat depuis quelques semaines, celui de greffer des puces d'intelligence artificielle. Donc la question se pose encore aujourd'hui, va-t-on pouvoir continuer à évoluer? Et ça tourne autour du cerveau, et encore aujourd'hui. L'autre possibilité, aura-t-il le sort de ces espèces paléontologiques qui, parvenues au maximum de leur voie, s'immobilisent et périssent? En fait, au XIXe siècle, ce n'est même pas l'immobilisation qu'on craint, c'est la dégénérescence de la race. Donc je mets de côté la préhistoire, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire contemporaine, c'est l'homme et la femme d'aujourd'hui et ce qu'ils vont devenir. Vont-ils se perfectionner? Merveilleux, un cerveau de plus en plus grand. Aujourd'hui, on sait qu'on a d'autres solutions, l'intelligence artificielle. L'autre possibilité, c'est la dégénérescence. Et cette dégénérescence au XIXe siècle se manifeste en fait par une régression atavique, c'est-à-dire un retour en arrière. Plus vous ressemblerez à un singe ou un gorille, plus vous serez manifeste de dégénérescence. Alors le nouveau code dont nous disposons, c'est la physionomie, mais désormais une physionomie que j'appellerai évolutionniste. Sachez qu'à cette époque se développe parmi ces mêmes médecins une thèse que l'on appelle la thèse de l'hérédodégénérescence. Elle consiste à ce que ce qui était déterminé ou le déterministe peut être modifié par l'acquis. Je m'explique. Un homme criminel poignarde, coupe des bourses, vole. Il avait une jolie physionomie et au fur et à mesure, son faciès, c'est le délit facial, va être peu à peu modifié. Et donc, ce qui était déterminé, ce qui était inné, son profil, va être par la vie sociale et par son expérience, peu à peu modifié, donc l'acquis modifie l'inné, et la progéniture auquel il donnera naissance aura acquis cette dégénérescence physique et sera donc un dégénéré né, ce qu'on appelle un criminel né, ce qu'on appelle l'hérédodégénérescence. Vous connaissez ces médecins indirectement, il y avait Lucas, il y avait Morel, il y avait Sorel. Gall pensait aussi que le crâne pouvait changer au fur et à mesure de la vie. Eh bien, Lucas, vous le connaissez indirectement, c'était un proche de Zola et c'est à partir de ces théories que Zola a écrit Les Rougon-Macquart et la dégénérescence de génération en génération des Rougon-Macquart. Et Morel n'était autre que le professeur d'un certain Mathias Marie Duval. Vous voyez tout ça, ça s'emboîte, ça tombe bien, ça m'arrange. Alors, les planches de Lavater, avant c'était, c'est pas correct ce que je vais dire, mais c'était une sorte de trombinoscopie, on faisait un classement. Et bien maintenant vous pouvez les lire de manière dynamique et imaginer, enfin de manière dynamique et cinétique, qu'on puisse passer d'un état idéal au batracien. Et en fait, il y a une phrase qu'on attribue à Wagner et qui est en fait probablement une citation apocryphe parce que le biographe et spécialiste Christophe Loos de Wagner n'en a trouvé nulle trace. Cette phrase, vous la connaissez, c'est « Nous savons tous que nous descendons du singe, juste nous espérons ne pas y retourner ». Et en fait, c'est l'obsession fin de siècle, tout le monde se regarde. Si vous avez un profil qui ressemble au gorille, vous êtes dégénéré. Et vous avez des dessins de Granville, on est en 43 et 44, ce qui signifie qu'a priori nous sommes avant les découvertes de l'évolutionnisme et je vous ai dit que ces dessins apparaissaient dès avant l'origine des espèces parce qu'en France déjà, les thèses lamarckiennes, c'est-à-dire du transformisme, existent. Vous avez ici une dégénérescence du profil, donc de l'angle facial apollinien vers la grenouille, et la même chose, vous avez la descente vers la brute parce que cet homme est probablement moralement dégénéré et il a bien un profil de brute à la sortie qui transmettra à ses enfants. Alors, comment revenir à Degas ? Degas vit dans ce milieu-là. Degas est un homme ambitieux. Il abandonne la peinture d'histoire, il a besoin d'un nouveau code. Ce nouveau code, il le connaît
On le sait, par ses notes, il écrit par exemple qu'il fait référence à un certain Delsarte. Delsarte était un physionomiste de l'époque. On ne sait pas s'il possédait ce qu'on appelait le petit Lavater, c'est-à-dire ses physionomies, ses faciès de Lavater en version poche, mais on sait qu'il a lu Darwin. Comme son ami Berthe Morisot, l'un comme l'autre écrivent l'un à sa sœur, l'autre à son marchand, je suis en train de lire Darwin. Et tout ça entre 72 et 73, ce qui veut dire qu'ils sont en train de lire La filiation de l'homme, justement. Et puis très très proche de Degas, vous avez un homme qui s'appelle le comte Ludovic Le Pic, c'est que je vous présente ici dans un détail de la place de la Concorde, mais qui est aussi portraitrisé dans un autre tableau du comte Le Pic. Cet homme était polymathe. Cet homme est un éleveur de chiens, il est photographe, il partage la passion de la photographie avec Degas, il est collectionneur d'outils archéologiques et c'est surtout un membre de la Société anthropologique. Donc il tient au courant son ami Degas de toutes les débats et les disputes au sein de ses équipes. Et puis il est abonné et il fait lire à Degas un magazine qui s'appelle La Nature. Voici La Nature du 4 juillet 1874 qui reprend les faciès d'un macaque qui sont en fait repris à la dernière parution de Charles Darwin, L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. On sait que les animaux a priori ne rient pas, mais ils ont des faciès particuliers. C'est ces mêmes faciès qui vont inspirer Degas lorsqu'il va faire le portrait d'une certaine Emma Vallotton, dite Teresa. Regardez le faciès en haut à droite, il est marqué par de nombreuses reprises étant donné les taches de pigment carbone. Elle a 3 rides, cette pauvre Teresa. Ces rides qui sont exceptionnelles chez un Degas sont certainement reprises des rides sur les tempes de notre macaque. Deuxième point, regardez cette bouche ouverte. Elle a une forme ovoïde assez peu naturelle, tandis que les lèvres, j'ai envie de dire les babines, découvrent une dentition de macaque. C'est l'équivalent de ce que vous avez au-dessus. Quant au personnage de gauche, je suis désolée, mais le front est fuyant, ce qui permet une angulation, un angle facial particulièrement aigu qui doit correspondre à celui du macaque au-dessus. Et puis, vous avez quelques traits des hachures qui amorcent la coiffure de la jeune femme, qui pour moi correspondent à la houppette du macaque ci-dessus. Remarquez, ça avait une certaine logique, parce que ce sont des dessins préparatoires qui lui permettent de mettre en peinture la jeune femme lorsqu'elle est une chanteuse de cabaret dans la chanson du chien. C'est dommage parce que cette chanson du chien, je ne la trouve pas, je ne suis pas sûre que nous en disposions, mais on peut imaginer qu'elle jappait, aboyait, gémissait et trépignait ou nasillait, vous imaginez un petit peu, et que lui donner des traits un petit peu animaux, était assez logique finalement. Ce que vous oubliez, c'est que lorsqu'on admire, ce que vous ne savez peut-être pas, lorsqu'on admire ces superbes, jolies, charmantes, si vous glissez un micro à Orsay, je pense qu'on entendra ce genre de réflexion. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il en a aussi fait les versions monotypes. Et je vous présente ici Madame Néandertal au bain. Regardez le museau, la barbe, la moustache, la chevelure crépue, le dos voûté, et ça n'est plus une main qui éponge cette charmante jambe, c'est une patte qui gratte avec des ongles noirs. Alors je vais vous proposer une charade désormais. On va appliquer cette théorie de la physionomie évolutionniste que connaît fort bien Degas. Mon premier s'appelle la physionomie. Mon deuxième, l'évolutionnisme darwinien. Le troisième est un chef-d'œuvre de la sculpture moderne. Mon tout est une petite danseuse. Je pense que vous la connaissez toutes, c'est donc la petite danseuse de 14 ans et c'est sous l'angle de la physionomie que nous allons l'étudier maintenant.